L'eau à la maison, on la boit, on arrose les plantes, on s'en sert à la salle de bain, à la cuisine. Bref, c'est un élément central qu'on connaît tous. Sauf qu'il ne faut pas oublier que l'eau est utilisée dans de nombreux autres domaines et en quantité de plus en plus importante à l'échelle du monde. Cette augmentation de consommation n'est pas sans conséquences et entraîne un certain nombre de conflits. C'est le sujet de cette vidéo. Nous nous retrouvons pour une vidéo de géographie du programme de 5e qui s'inscrit dans le thème 2 des ressources limitées à gérer et à renouveler. Et le thème de cette vidéo est l'eau. Et pour commencer, nous allons revenir sur quelques notions de base concernant l'eau. Il faut savoir que l'eau représente 71% de la surface de la planète. C'est pour ça que l'on parle souvent de planète bleue lorsqu'on parle de la planète Terre. Donc en effet, ça représente beaucoup d'eau. On peut se dire que cette ressource n'est pas une ressource limitée ou en danger. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que sur toute cette eau, seulement 2,5% est de l'eau douce. Et il va falloir encore réduire ce chiffre puisque moins d'1% de l'eau est accessible. Elle est sous forme liquide et accessible. L'eau est une ressource qu'on peut qualifier de renouvelable puisqu'elle va se renouveler de façon constante par ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc vous avez peut-être déjà vu en sciences, l'eau présente dans les étendues d'eau, océans, mers, lacs, etc. va s'évaporer, se transformer en vapeur d'eau qui va monter dans le ciel, qui va se transformer en nuages, et ces nuages vont se transformer en précipitations, donc en pluie, en neige, qui vont retomber et qui vont alimenter soit les mers et les océans, soit alimenter des cours d'eau qui vont soit s'infiltrer dans des réserves d'eau souterraines, soit ruisseler dans des ruisseaux, des rivières, des fleuves. Et cette eau, on va pouvoir la capter et l'utiliser. Même au niveau de l'utilisation que l'on fait de l'eau, il y a quand même un cycle renouvelable qui existe, puisque l'eau que nous consommons, que nous buvons, que nous utilisons dans la salle de bain, dans la cuisine, etc., va être récupérée et assainie dans des stations d'épuration, etc., puis après relâchée dans le milieu naturel, où elle va reprendre son cycle et va pouvoir être réutilisée. En revanche, il faut faire attention à notre utilisation et à la pollution qu'on peut engendrer dans l'eau, sur l'eau. En effet, cette eau, elle est renouvelable, qu'on soit bien d'accord, mais si nous la polluons, nous allons avoir de l'eau polluée qui va se renouveler. Et elle va être de plus en plus compliquée à utiliser, cette eau, et à assainir. Il faut donc faire attention, puisque l'eau est une ressource fragile, limitée, et une ressource qui est donc très convoitée, au sein d'un même pays, entre différentes populations, mais aussi entre les différents pays. Nous passons à une deuxième partie. Quelle consommation ? Comme la plupart des ressources terrestres, l'eau est de plus en plus utilisée, de plus en plus consommée. Pourquoi ? Tout simplement parce que la population augmente. La population est de plus en plus nombreuse, une population qui vit de mieux en mieux et qui a tendance à consommer de plus en plus. Et ça se retrouve aussi pour l'eau. Si on regarde ce graphique, on voit que au début du XXe siècle,
on a environ 500 km3 d'eau consommée par an. On regarde au milieu du siècle, en 1950, on a déjà plus que doublé cette valeur, parce qu'on est environ à 1250, 1300. Dans les début des années 2000, on est au-dessus de 4000 et on annonce un chiffre proche des 5000, voire qui dépasserait les 5000 km3 par an en 2025. L'eau est également utilisée dans de nombreux domaines. Elle est utilisée en agriculture pour irriguer les champs. Elle est utilisée par l'industrie, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Si vous voulez fabriquer du papier, vous allez utiliser de l'eau. Pour fabriquer des vêtements, on va utiliser beaucoup d'eau. Ça, c'est des choses qu'on ignore souvent. Pour vous donner quelques chiffres sur la consommation d'eau par secteur, l'eau de consommation, c'est du coup environ 2 litres par jour, donc pour nos besoins en alimentation. Pour produire 1 kg de pommes de terre, il faut déjà 200 litres d'eau. Pour produire 1 kg de blé, on est entre 1000 et 2000 litres d'eau, tout dépend de là où vous vous trouvez. Pour produire un t-shirt en coton, on a besoin de 4100 litres d'eau. Pour 1 kg de bœuf, 16 000 litres. Et pour fabriquer une simple voiture, on a besoin de 450 000 litres d'eau. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'utilisation de l'eau qui est cachée, ou en tout cas inconnue par la plupart des gens. L'eau est également utilisée pour des usages domestiques, donc la consommation d'eau au robinet, les douches, la cuisine, pour laver la voiture, pour le tourisme, etc. Pour les fontaines dans les villes, par exemple. Cette consommation croissante nécessite également de nombreux aménagements. Des aménagements qui permettent de prélever l'eau. L'aménagement de base, ça va être le puits, par exemple, où on va creuser pour atteindre des réserves d'eau souterraines. On va du coup puiser cette eau. On a d'autres moyens pour prélever l'eau, par exemple les usines de dessalement, qui vont récupérer l'eau de mer et qui vont la transformer en eau douce. Sauf que les usines de dessalement consomment énormément d'énergie pour transformer cette eau salée en eau douce. On a également des aménagements pour stocker l'eau, par exemple des barrages. Ici le barrage de Vouglan. On a besoin d'aménagements pour transporter l'eau. Les Romains le faisaient déjà avec les aqueducs. On a les aqueducs modernes qui sont donc des conduites forcées d'eau, qui permettent de transporter cette eau d'un point à un autre. Et on a également des aménagements pour assainir les eaux usées. Donc typiquement des stations d'épuration, même si il y a différents types de stations d'épuration qui existent. Donc, troisième partie, une ressource inégalement répartie. 71% de la surface de la planète Terre est constituée d'eau. On l'a vu, très peu de cette eau est exploitable, et elle n'est pas exploitable partout de la même façon. On retrouve sur cette carte un certain nombre d'inégalités. Par exemple, l'Afrique du Nord est en situation de pénurie d'eau, c'est-à-dire qu'il manque de l'eau douce pour la consommation des gens. Et ça entraîne donc des trajets importants pour récupérer de l'eau, des problèmes de culture, etc. On a également d'autres régions comme l'Asie du Sud, pour simplifier, qui se trouvent en situation de stress hydrique et de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la pénurie, mais on a de gros manques d'eau, parfois. Ça se traduit par des files d'attente pour avoir de l'eau potable, par exemple. En Inde, dans certaines villes, toute la population n'a pas accès à l'eau potable en même temps. Donc l'eau est coupée sur certaines heures, donc vous devez faire des stocks si vous avez besoin de l'eau à ce moment-là, pour que d'autres quartiers puissent être alimentés. Et si on simplifie, le reste de la planète est plutôt dans une situation où l'eau potable est accessible, voire
très accessible, ce qui entraîne un certain gaspillage, comme on peut le voir ici, où on va arroser les voitures, arroser les sols, sans que ce soit forcément nécessaire, et on gaspille énormément d'eau. Quatrième partie, les conflits liés à l'eau. Donc on l'a évoqué en début de vidéo, il y a différents types de conflits liés à l'eau. Donc des conflits entre pays, entre États, pour le contrôle d'une ressource en eau. On va prendre l'exemple de l'Égypte et de l'Éthiopie, qui se partagent les eaux du Nil. L'eau utilisée en Égypte provient de ce fleuve, et il y a environ une dizaine d'années, l'Éthiopie a lancé un projet de barrage, comme il y en a plein d'autres sur le Nil, pour stocker l'eau. On est dans une région où l'eau manque, et on essaye de la stocker par le biais de barrages sur les fleuves et les rivières. Donc là, l'Éthiopie construit un barrage sur le fleuve Nil, sauf que vous imaginez bien que si on place une retenue d'eau en amont, c'est-à-dire avant, à la base d'un fleuve, on va priver d'eau tout ce qu'il y a en aval, ce qui est en dessous. Plus vous construisez de barrages, moins d'eau arrive à la fin. Et c'est le problème de l'Égypte. L'Égypte, c'est le dernier pays traversé par le Nil. Si tous les autres pays avant stockent l'eau par des barrages, il n'y a plus d'eau en Égypte. C'est pour ça que ces deux pays sont en conflit. Et ça fait plusieurs années qu'au niveau international, on craint de manière générale l'apparition de guerres de l'eau. L'eau, c'est une ressource essentielle, une ressource vitale. Si un pays en est privé par un autre, il n'hésitera sûrement pas à entrer en conflit diplomatique puis militaire avec ce pays. Malheureusement, quand on parle de guerre de l'eau, on parle vraiment de réels conflits armés. Ensuite, on a également ce qu'on appelle des conflits d'usage. Une ressource qui va être utilisée pour plusieurs activités, et cela, bien sûr, va poser problème. On va prendre l'exemple de la Californie, où l'eau est utilisée beaucoup dans le secteur touristique pour agrémenter les espaces de bassins, de fontaines, pour arroser les pelouses des golfs, pour arroser les pelouses de manière générale des villes, des hôtels, etc. Il y a aussi alimenter les piscines, par exemple. Sauf qu'en même temps, cette eau est utilisée par les agriculteurs. Donc les deux photos que vous avez à l'écran sont des photos qui sont prises en Californie dans un espace qui est plutôt aride, semi-aride. Il y a un gros besoin d'eau et ces deux secteurs l'utilisent en concurrence, et c'est généralement le tourisme qui l'emporte puisque ça rapporte plus d'argent, même si bien sûr l'agriculture est essentielle pour que les gens puissent se nourrir. Dernière partie, quel avenir ? On l'a vu, l'eau est une ressource fragile et en danger. Pour illustrer ça, on va rester en Californie. Vous avez ici le lac Oroville qui a été pris à la même période de l'année, à 3 ans d'intervalle, en 2011 et en 2014. Et vous voyez que le niveau de l'eau a diminué de façon inquiétante, du fait de prélèvements de plus en plus importants dans le secteur touristique, domestique et agricole. Alors comment améliorer cette situation ? Dans un premier temps, il va falloir mieux gérer la consommation. Cela passe par des gestes simples, qui peuvent être adoptés par toute la population. Limiter les bains, limiter l'utilisation de la chasse d'eau, utiliser un lave-vaisselle plutôt que de faire la vaisselle à la main, ne pas laver sa voiture ou la laver le moins possible, arroser le jardin le soir, pas en plein soleil, ne pas trop l'arroser non plus. Si on a un robinet qui goutte, coupez l'eau ou essayez de le remplacer parce que ça consomme beaucoup en eau et l'eau vous la payez, donc il faut aussi faire des économies. Il faut également changer ses habitudes. Si vous êtes dans une région aride ou si vous êtes dans le sud qui fait très chaud, vous n'aurez pas une pelouse toute verte. Il faut se rendre en évidence, il faut changer ses habitudes.
Là, vous avez une image une photographie qui a été prise aux États-Unis. Vous avez une personne qui est en train de peindre en vert sa pelouse. Plutôt que de l'arroser, d'utiliser de l'eau inutilement, on peint la pelouse. Comme ça, ils ont du vert, ils sont contents, mais il n'y a pas d'eau qui est dépensée. Aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, on utilise aussi de plus en plus des plantes grasses pour agrémenter les entrées de maison. Plutôt que d'utiliser de la pelouse, donc de l'herbe, on va utiliser ces plantes grasses qui consomment très très peu d'eau. Au niveau de l'agriculture, il va falloir utiliser des variétés qui sont mieux adaptées au climat. Le blé, on l'a vu tout à l'heure, consomme énormément d'eau. On va privilégier, si on est dans une zone plutôt sèche, la culture du mil, par exemple, qui consomme beaucoup moins d'eau. Autre possibilité, c'est améliorer le prélèvement et la répartition de l'eau. Ça sert à rien de vouloir prélever de plus en plus d'eau si on continue d'en consommer trop. Voilà la base, c'est limiter la consommation. Alors comment on peut améliorer les prélèvements ? Toi non plus, t'es pas très convaincu par la danse de la pluie. On va essayer de trouver d'autres solutions peut-être plus efficaces pour augmenter les prélèvements en eau. Dans les zones arides, je pense notamment à l'Afrique, il y a des systèmes sophistiqués qui sont en train d'être mis en place pour récupérer l'humidité de l'air et la transformer en eau, que vous avez ici à l'écran, ou de façon beaucoup plus simple, on peut utiliser l'eau de la rosée. En mettant une bâche et en mettant un seau en dessous, on peut récupérer quelques litres d'eau qui sont d'habitude perdus, puisqu'évaporés très rapidement. Il convient également de faire en sorte que toutes les populations aient accès à l'eau de façon équitable. Pour reprendre les inégalités de consommation d'eau selon les régions, les pays, il faut savoir qu'un Français consomme environ 150 litres d'eau par jour, alors que on recommande que 2 litres d'eau potable par jour serait nécessaire pour ne pas mourir de soif, et qu'il faudrait ensuite 25 litres pour la cuisine, l'hygiène, etc. Donc 27 litres suffisent largement. Un Tchadien, un habitant du Tchad, lui, il consomme environ 10 litres par jour, donc 15 fois moins. Et si on prend un États-Unien, un habitant des États-Unis, lui, il consomme 600 litres, donc 60 fois plus qu'un Tchadien, alors qu'il a les mêmes besoins, voire moins, puisque le climat au Tchad n'est pas le même qu'aux États-Unis et que les besoins en eau doivent être un peu plus importants. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à t'abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. A bientôt!